Salut, salut, c'est Mes Petits Lus. Mes Petits Lus, c'est le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. On y parle d'écriture et de littérature. Allez, en voiture. Hello, c'est de nouveau Sylvie et c'est au sujet toujours de Devenir écrivain, le magnifique manuel d'écriture d'Alain André avec la collaboration de Nathalie Aigron, paru aux éditions Le Duc Pratique, l'expérience d'Aleph Écriture à votre disposition. Alors, je fais une chronique qui est à la fois un résumé, et si vous arrivez maintenant, si vous débarquez de votre salle de bain, par exemple, sachez que la semaine dernière et encore la semaine d'avant, j'ai publié les deux premières parties dans l'ordre, chapitre 1 et 2, chapitre 3 et 4, et là nous allons attaquer à partir du chapitre 5, car cet ouvrage est assez dense et il y a beaucoup de choses à en dire. Donc je vous conseille de revenir en arrière et d'aller écouter les premiers podcasts afin de pouvoir vous diriger un petit peu mieux là-dedans. Voilà. Quant à ceux qui ont déjà écouté la semaine dernière et la semaine d'avant encore, nous sommes donc au chapitre 5 et ça s'intitule « Aller au bout de ces chantiers ». L'auteur revient longuement sur les différentes façons d'écrire, les trucs des uns et des autres et ce grand mystère qu'est l'inspiration. Un artisanat. Selon Alain André, les étapes canoniques de l'écriture d'un livre, et plutôt d'un roman ou d'un essai que d'un livre de recettes, seraient dans l'ordre. Le germe, c'est-à-dire le point de départ. Le sujet, un tout début de développement. Les décors et les personnages, s'il s'agit d'une fiction. Recherche et documentation, toute fiction ayant un contexte. La construction des personnages, en détail. La charpente, canevas ou fil conducteur, quelques lignes pour chaque chapitre. Le séquencier, c'est la charpente développée. Le premier jet. Le tiroir, c'est le repos du premier jet avant relecture avec des yeux neufs. La relecture et les corrections liées au problème de charpente. Puis la relecture et les corrections liées à la continuité, où on améliore l'expérience du lecteur qui doit être sur un tapis volant, carrément. Relecture et correction liées au style et à la langue. Vous voyez que le style arrive tout dernier. Lecteur privilégié ou bêta-lecteur, c'est le moment où on fait lire par quelques-uns pour vérifier qu'ils ont bien compris et qu'ils n'ont rien à opposer à ce projet de publication. Relectures encore, ne s'arrêtons pas à un seul avis, à une seule opinion. Pardon. Correction de nouveau, puis de nouveau tiroir, laisser reposer le texte quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Puis enfin, envoi du manuscrit aux maisons d'édition et épreuve du réel. Voilà. Ça, ce sont les étapes proposées par Alain André. Bon, ça en fait beaucoup. On peut s'inspirer de ces étapes. On n'est pas absolument contraint de les respecter à la lettre. Chacun doit trouver sa propre façon de faire. Par exemple, le séquencier. Moi, je fais une charpente très rapide, un fil conducteur. Et puis, je commence à écrire mon premier jet. Dans mon premier jet, la charpente se modifie parce que forcément, il y a des choses qui arrivent sous ma plume qui n'étaient pas prévues, mais que je décide de conserver. Et j'avance comme ça, petit à petit, jusqu'au moment où mon premier jet est terminé et où, effectivement, je le mets dans le tiroir. S'il y a une étape que je ne rate absolument pas, c'est bien l'étape du tiroir et le repos du premier jet avant de le relire avec des yeux totalement neuf. Il faut pouvoir avoir oublié un petit peu ce qu'on a écrit. Voilà, et le redécouvrir comme un lecteur lambda. Donc, oui, on peut s'inspirer de ces étapes, mais on n'est pas absolument contraint de les respecter à la lettre, c'est à chacun de trouver sa façon de faire. Et oui, l'art, c'est la liberté dans les contraintes. Il existe, pour se lancer, 3 méthodes éprouvées par de grands écrivains. 3 méthodes quand même éprouvées, si vous avez besoin de structure, plus que ça, vous la trouverez dans ces 3 méthodes. Le tâtonnement progressif, pas de plan, pas de charpente.
Rien de tout ça. Aussi curieux que ça puisse vous paraître, ça peut donner de grands textes. Par exemple, Aragon, Simenon, oui, inspecteur Maigret, tâtonnait dans son texte, c'est-à-dire qu'il commençait à écrire, il ne savait pas du tout où il allait, et puis il déroulait le fil de sa pensée, et à la fin, vous vous retrouvez avec une enquête du commissaire Maigret, qui est complètement magnifique et cohérente, et sans qu'il ait fait aucun plan, ni aucune charpente, ni aucun séquencier, ni rien du tout, à peine un fil conducteur, mais déroulé au jour le jour. Hein, c'est étonnant, n'est-ce pas? Vous avez ceux qui sont partisans de la routine, écrire tous les jours et voir ce qu'il en sort, par exemple. Alors, Simenon, encore, est partisan d'une routine. On voit que les méthodes ne s'excluent pas forcément l'une l'autre, hein, c'est-à-dire qu'il écrit sans charpente, mais il écrit tous les jours. Tous les jours, il a sa routine à la même heure, il s'assoit à sa table, où qu'il soit, et il écrit pendant un certain nombre d'heures. Et il voit ce qu'il en sort. Une autre méthode éprouvée, c'est l'emprunt, qui se fonde sur un ouvrage déjà écrit, comme par exemple lorsque James Joyce varie le thème de l'Odyssée pour son Ulysse. Hein, Ulysse de Joyce, c'est le même thème que l'Odyssée, je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Et donc, il en sort Ulysse, qui est une œuvre très controversée, mais qui est quand même parmi les grands textes du XXe siècle. Donc, il ne faut pas cracher sur les emprunts, vous avez tout à fait le droit d'emprunter une structure, un thème à un ouvrage déjà publié. Voilà. Je m'enflamme. Excusez-moi, je m'enflamme, mais je suis passionné par l'écriture, donc voilà. Je ne peux pas m'en empêcher. On va revenir à quelque chose d'un petit peu moins enflammant, si vous me permettez cette formulation. Le processus. Les idées ne suffisent pas, il faut du temps. Donc pour Alain André, 3 mois d'écriture quotidienne pour un ouvrage de commande et 50 ans pour se décider à terminer enfin son premier roman. Bah ouais. Pas de règle donc, encore une fois. Alain André a écrit toute sa vie, et toute sa vie, il a écrit pour les autres. Et puis, il s'est finalement décidé à terminer son premier roman, qui est un roman autobiographique, et il a mis 50 ans pour enfin trouver la façon de l'écrire et de le terminer de façon satisfaisante. Et ce roman, quand il a été publié, a reçu un grand succès. Donc, et ça n'a pas empêché qu'il a produit, avant d'écrire ce premier roman, il a produit nombre d'œuvres parfaites, qui est achevée, etc., mais qui n'étaient pas des romans, qui étaient des ouvrages de commande sur des thèmes précis. Donc voilà, donc il m'a fallu 50 ans, donc pour illustrer le processus, il faut du temps. Cependant, maintenant que le livre est écrit, admettons que vous ayez passé vos propres 50 ans et votre livre est écrit, maintenant, il faut prendre du temps avant de se remettre à un autre projet. Car si vous voulez devenir écrivain, c'est pas pour écrire un livre. Ça existe, les écrivains d'un livre, mais ce ne sont pas vraiment des écrivains. Ce sont des gens qui ont une chose à dire, qui la disent, et puis voilà, après ils passent à autre chose. Mais quand on est écrivain, on écrit plusieurs livres. Donc entre 2 livres, il faut attendre et rester disponible à soi-même pour donner le temps à la maturation. De nombreux écrivains continuent cependant d'écrire. Mais autre chose. Alors, je cite Alain André, c'est la continuité de l'effort qui prime, la régularité. Le temps doit être dompté d'une autre manière. Pas de rupture, pas de perte de mémoire. Rester vissé sur son siège est l'un des plus grands secrets de l'art d'écrire. Fin de citation. Maintenant, là, vous avez compris, hein. Si vous voulez écrire, écrivez, mais vraiment écrivez. Asseyez-vous, écrivez tous les jours. Écrivez un quart d'heure tous les jours, mais écrivez tous les jours. Voilà. Pour s'y remettre plus facilement le lendemain, ne jamais finir sur une phrase aboutie. Bah ouais, ne finissez pas. Par exemple, donnez-vous un temps donné et mettez-vous une horloge, mettez-vous un réveil. À la fin du temps qui vous est imparti, ça sonne et vous vous levez immédiatement et vous passez à autre chose. Et vous finissez pas ce que vous êtes en train de faire. De cette façon, quand vous allez reprendre le lendemain, donc, puisque vous écrivez tous les jours, eh bien, vous allez vous retrouver exactement au point où vous en étiez. Et donc, vous allez immédiatement être aspiré là où il faut pour que le texte continue sa progression et que vous puissiez écrire dans la continuité. Ce qui est pas toujours évident quand on termine une journée sur une forme aboutie ou qu'on boucle un chapitre, etc. On a parfois du mal le lendemain à se remettre dans une autre énergie pour continuer le même projet. Mais c'est une autre partie du même projet. Voilà. Et bien sûr, vous devez accepter de retravailler sans cesse et ne pas vous attacher à votre premier jet. Le premier jet est un minerai. Voilà.
Quelle forme? Alors, selon votre ambition d'auteur, vous vous glisserez dans une structure classique, la structure utilisée par d'autres et qui a fait ses preuves pour y développer votre histoire, ou bien vous rechercherez une structure qui n'appartient qu'à vous. Alain André, toujours lui, cite ici non pas un écrivain mais un peintre, Vassili Kandinsky. Ouvrez les guillemets. Le travail de composition doit être guidé par la nécessité intérieure. Il la décline en 3 nécessités. Exprimer ce qui est propre à sa personne, exprimer ce qui est propre à son époque, exprimer ce qui est propre à l'art. La forme, dès lors, n'est plus seulement la délimitation d'une surface par une autre surface, la délimitation de votre expérience, amoureuse ou douloureuse par la structure de votre roman par exemple, elle a son contenu intérieur dont la forme devient la manifestation extérieure. Fermez les guillemets. La voie expérimentale. Dans un monde en profonde et rapide mutation, vous n'allez pas me dire le contraire, nous savons qui nous sommes, mais le monde est inconnaissable. La fragmentation du récit dans le roman moderne répond à la fragmentation du monde également moderne. Il s'agit de regarder différemment. Ne pas se contenter de décrire les choses, mais aller voir derrière ce qui s'y cache. Prendre des notes sur des ressentis, des sensations, avant d'entrer dans l'atelier pour retravailler les fragments obtenus et en tirer votre œuvre. Certains écrivains ont développé des dispositifs, c'est-à-dire ont posé des contraintes précises, toujours les contraintes, pour l'observation quasi-scientifique du monde, tel Georges Perec qui a tenté de lister exhaustivement tout ce qu'il voyait entre telle et telle heure, tous les samedis, assis à la même terrasse d'un café parisien pendant des années. Le matériau obtenu devait être à même de rendre compte du temps qui passe. Rien ne vous empêche de construire votre propre dispositif ou d'expérimenter celui des autres. Vous pouvez expérimenter les deux si vous n'avez pas mieux à faire. Imaginez un récit. Inventer une histoire, c'est créer un suspense pour que le lecteur lise jusqu'au bout. C'est toujours réinventer les rapports qu'on entretient avec le monde. Les récits sont toujours des explorations symboliques. Le récit s'organise en trajectoire. Un point de départ, des péripéties, des obstacles, une résolution, une chute. Le dénouement aboutit à une fin naturelle. Plus aucun mot n'est nécessaire. Les boucles sont bouclées. Alain André consacre ensuite de nombreuses pages à évoquer les positions des uns et des autres, quête ou pas quête. Pour Borges, il existe seulement 4 grands types d'histoires valant d'être racontées. La plus ancienne, celle d'une forte cité qu'encerclent et défendent des hommes intrépides. La seconde, le retour. La troisième, la recherche, souvent condamnée à l'échec. Et la quatrième, le sacrifice des dieux, mais pas que. Inventer les personnages. La première chose à déterminer est le narrateur. Qui raconte? Avec quelle voix? Qu'est-ce que ça dit de lui? Ensuite, définir le point de vue. Que sait-il de la situation? Que raconte-t-il? Et que sait-il qu'il ne raconte pas? Qu'ignore-t-il? Je cite: le personnage romanesque n'est pas un héros mythologique. Il obéit à la loi du changement. Il avance dans une histoire, son chemin frayé dans un monde opaque à déchiffrer et semé d'embûches, d'obstacles et de conflits qui le transforment. Le personnage romanesque n'a pas de destin, mais une destinée qui résulte de son désir et des obstacles que le paysage de sa quête lui oppose. Fin de citation. Alain André nous donne ensuite quelques clés pour la création de personnages puisés ici ou là. D'abord, se méfier des descriptions exhaustives, ennuyeuses, car elles n'apportent rien au récit. Quelques traits, quelques fragments seront plus judicieux et permettront l'exploration progressive du personnage qui se dévoilera peu à peu. C'est ainsi que procèdent la plupart des auteurs modernes. Dans les traits,
Il faut comprendre les attitudes et les pensées, pas seulement ce qui se donne à voir. Saisir le code existentiel du personnage, c'est-à-dire l'essence de sa problématique essentielle, chaque figure aura le sien propre de code existentiel, défini par un ou plusieurs mots-clés. Donner aussi une voix différente à chacun. Pas forcément un langage différent, mais une façon de s'exprimer, un rythme dans la pensée. L'expression des pensées peut prendre plusieurs formes. Par exemple, il se dit « je vais faire ceci ». C'est ce qu'on nomme le style direct. Il se dit qu'il allait faire ceci. C'est ce qu'on nomme le style indirect. Je vais faire ceci. Monologue intérieur ou soliloque à voix haute. Il songeait. Il allait faire ceci. Indirect, libre. Les propositions d'écriture de ce chapitre sont, par ordre d'entrée en scène, tenir le journal du livre en train de se faire. Germination, qui est une exploration à partir d'un mot graine. La méthode du crayon ou les microgrammes sur papier de récupération. Dans la ville, différentes manières d'exploration. Villa, créer du suspense à partir d'un lieu. Crimes exemplaires, pour s'essayer à la nouvelle braise. Enfin, nous arrivons au chapitre 6, le dernier chapitre, qui s'intitule « Publier ». Écrire un roman. Ici, Alain André recense quelques règles incontournables que vous ne lirez pas ailleurs, du moins pas sous cette forme, pour l'écriture d'un roman. Comment construire une intrigue qui tienne le lecteur jusqu'au bout? Je cite. Elle implique de penser la logique de l'histoire, l'organisation et la gestion progressive des informations, mais aussi le rythme, c'est-à-dire la vitesse nécessairement variable de la narration, sinon c'est la monotonie qui l'emporte, ainsi que la composition, le type de charpente que vous adopterez. Toutes ces données sont interdépendantes. Elles forment, dans l'écriture, un faisceau de contraintes en interaction continuelle. L'intrigue est secrète. Le lecteur suit l'intrigue sans en voir tous les fils. Sa curiosité est excitée par la pénombre dans laquelle se trouvent plongées certaines des causes qui guident l'action des personnages. C'est le grand ressort du suspense. Fermez les guillemets. Tout l'art de l'écrivain réside en somme à dévoiler petit à petit, en n'oubliant pas d'envoyer le lecteur sur une fausse piste de temps en temps ou de s'arranger pour que le dit lecteur se pose des questions qui trouveront leur résolution plus tard. J'ai pour ma part jeté un œil sur la manière de faire des écrivains américains et j'ai publié un article là-dessus sur mon blog écriredelafiction.com. Si vous souhaitez le consulter, c'est disponible. Le roman, nous dit encore Alain André, s'articule en moments forts. Je cite. La force d'un texte n'est pas continue. Elle réside dans l'alternance. Si toutes les pages sont dans la violence, le lecteur se lasse. Il faut des moments faibles, des pauses, des silences, des moments plus stylisés au résumé, entre les moments forts qui sont décrits avec tous les détails qui en font des scènes complètes. Le rythme est fait de moments alternés, parmi lesquels on distingue la scène, qui est le temps de l'action, la pause descriptive, qui est le temps de l'atmosphère, le résumé, qui est la stylisation de la narration rapide des moments entre les actions, l'ellipse, qui est l'art du silence, parce qu'elle ne dit rien, elle accroît la vitesse du récit. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à l'ellipse. À vous de marquer le tempo sur une charpente solide, encore une fois, à noter que les différents moments ne correspondent pas forcément au découpage en chapitres. Un bon chapitre, je cite, s'ouvre sur une intrigue, il se passe quelque chose, on cache quelque chose au lecteur, puis se développe selon une ligne ascendante vers un moment fort. La fin apporte à la fois une pseudo-résolution et une attente, puisqu'il ne s'agit pas de la résolution finale. C'est sur cette fin que jouent souvent les auteurs en choisissant d'interrompre le chapitre avant l'instant crucial. L'articulation des chapitres 2 par 2 permet de donner le rythme. À un chapitre émotionnellement tendu succède un chapitre calme. À une crise, une attente.
Cette opposition permet de créer un rythme, de faire succéder à un chapitre rapide un chapitre plus lent, et donc de varier l'émotion éprouvée par le lecteur. Au-delà du roman, la polyphonie. L'organisation d'un roman peut se faire selon une logique propre, ne tenant pas compte des règles admises communément. Encore faudra-t-il pour que la sauce prenne que cette organisation s'appuie sur une charpente sans défaut, toujours cette charpente. Il existe des romans bâtis sur une structure de jeu de cartes, d'autres sur des lois mathématiques. La fin d'un roman est, je cite, ce moment où l'on se saisit de tous les fils, de toutes les harmoniques, symboles, images, métaphores et indices, que la mémoire enregistrée au fur et à mesure prennent sens ensemble. Le lecteur éprouve son impact poétique et émotif maximal. Une synthèse s'opère après coup qui combine les détails, met en relation des fragments éloignés. Fin de citation. Au-delà du roman, la voie essayiste. Écrire un roman conventionnel peut ne pas vous satisfaire. Certains romans sont des romans-essais, d'autres sont des romans documentaires. L'aiguillon de la valeur. Le roman achevé doit rencontrer le lecteur. Pour cela, il doit répondre à un désir du lecteur. Aussi difficile de faire lire un ouvrage à un lecteur qui ne le souhaite pas que de faire manger un enfant qui est entré dans le chemin de l'anorexie pour s'opposer à ses parents, nous dit Alain André. C'est vrai pour le lecteur final, mais aussi pour celui de la maison d'édition que vous aurez choisi pour y envoyer votre tapuscrit. Sous quelle forme ? Format A4, paginé, numéroté, police Times, corps 12, interligne 2 et marge 2,5, impression recto seul. Ça, c'est la norme. Suivez-la. Inutile d'arroser les éditeurs. Sélectionnez soigneusement les maisons où vous enverrez votre livre. Ne vous répandez pas dans le courrier d'accompagnement. Soyez patient. Pour trouver les maisons qui correspondent à votre écriture, il existe un guide. C'est le guide Audace. A-U-D-A-C-E, qui les recense toutes. Vous le procurez, vous fera gagner du temps. Quel auteur allez-vous être ? L'aspirant écrivain rêve bien souvent de se consacrer uniquement à l'écriture de son œuvre. C'est malheureusement impossible dans la très grande majorité des cas. S'il est possible de vivre de sa plume, ce sera en variant les travaux et les commandes, en donnant des cours ou des ateliers, en travaillant en maison d'édition. De nombreux écrivains ont un métier à côté, même les plus grands. Primo Levi était chimiste, Alain Robbe-Grillet ingénieur agronome, Michel Butor professeur. L'espace intermédiaire. Il y a différentes voies d'accès à la publication en maison, en maison d'édition. Publier dans des revues de nouvelles, la littérature jeunesse, les manuels scolaires. Vous pouvez aussi envoyer vos textes dans des concours, fréquenter les salons du livre, participer à des lectures publiques. Quoi que vous fassiez, soyez patient, organisé, respectueux, tenace et perspicace. Les dernières propositions d'écriture de ce livre si riche sont biographies imaginaires à partir d'une carte postale représentant un personnage, petite polyphonie épistolaire ou racontée à partir de plusieurs voix un même événement, traité minuscule à propos de fragments, lettre de refus, écrire une lettre de refus pour un ouvrage que vous détestez. Le productif et le tourmenté, ou les attitudes des écrivains à l'endroit de leur travail. Un mot et son contraire à propos de publication. Ici s'achève selon moi la prose d'Alain André et débute celle de Nathalie Aigron. La transition se fait en douceur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui après 23 minutes d'enregistrement. C'est déjà beaucoup. J'avais prévu de faire ce podcast sur l'ouvrage Devenir écrivain en 3 parties, mais je me rends compte que finalement la 3e partie va être beaucoup plus longue que les 2 autres, et je décide de réaliser une 4e partie qui va concerner le dossier spécial sur l'auto-édition qui a été adjoint à ce manuel d'écriture. Voilà, donc on se retrouve encore la semaine prochaine, et cette fois-ci, on tournera autour de l'édition et de l'auto-édition. Merci.
beaucoup. Ah si, un autre détail. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous cherchez des références, s'il y a des choses que j'ai dites dans ce podcast qui vous ont interpellé mais que vous ne connaissez pas, ou vous pouvez en trouver plus à ce sujet, rendez-vous sur mon blog écrire-de-la-fiction.com parce que chaque podcast est associé à un article qui donne la bibliographie et les références qui sont citées. Donc vous avez tous les éléments en main pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Je vous remercie, à la semaine prochaine. Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.